Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h45 sur studiokalita.com. Nous allons commencer cette revue de la presse et des médias israéliens par ce que les ultra-orthodoxes ont qualifié hier de journée de la colère. Eux aussi ont désormais leur journée de la colère. Il s'agit des manifestations de protestation de plus en plus fermes, donc des ultra-orthodoxes, en particulier de la faction Yerushalmite, dite Yerushalmite, conduite par le Rav Shmuel Auerbach, des manifestations qui se sont développées en particulier hier à certains carrefours stratégiques à l'entrée de Jérusalem et qui ont entravé considérablement la circulation en ce jeudi après-midi toujours très chargé. Tous les quotidiens et les sites d'information soulignent qu'hier encore, donc, des milliers d'orthodoxes sont descendus dans les rues de Jérusalem mais aussi de Bnei Brak pour protester officiellement contre l'arrestation de quelques élèves de yeshivot qui avaient refusé même d'aller au bureau d'enrôlement de Tsahal pour récupérer leur dispense de service militaire et qui par conséquent ont été considérés automatiquement par l'armée israélienne comme des déserteurs. Nous en avons parlé il y a quelques instants avec le docteur Michael Bartzvi. Hier soir, Ofer Haddad, l'un des journalistes religieux de la seconde chaîne de télévision, a tenu à préciser que ces jeunes interpellés n'étaient pas obligatoirement des gens sérieux. Ainsi, l'un de ces réfractaires a été retrouvé par la police militaire sur le bord de mer à Eilat. Le Maariv, lui, cite en manchette des élèves orthodoxes qui n'hésitent pas à exagérer en affirmant qu'ils sont prêts, c'est le titre donc du Maariv de ce matin, qu'ils sont prêts à mourir plutôt que de s'enrôler dans l'armée israélienne. Un positionnement très radical qui agace même de très nombreux Israéliens qui font leur service militaire, souvent dans des unités combattantes au péril de leur vie, mais qui agace également, il faut le savoir, certains courants plus consensuels dans la communauté charédite en Israël. Quant au site Ynet, il explique dans sa page d'ouverture de ce matin que de manière assez inattendue, les forces de police se sont montrées plutôt conciliantes, ont évité l'affrontement avec ces manifestants. Selon les observateurs, la police a en effet délibérément voulu permettre à ces orthodoxes radicaux de se défouler, entre guillemets, dans l'espoir qu'il s'agissait hier soir de la dernière manifestation de ce type et de préciser en effet qu'à partir de dimanche, beaucoup de ces élèves dissipés vont retrouver les bancs des yeshivot qui étaient jusque-là en vacances et le calme devrait revenir, en tout cas à Jérusalem. Si ce ne devait pas être le cas, eh bien alors là, la police promet de durcir le ton. Il faut tout de même préciser, comme le font les sites d'information, que quelques 120 orthodoxes ont été interpellés hier et qu'ils seront passibles, en tout cas pour ceux qui accepteront de s'identifier, ceux qui ont déjà accepté pendant la nuit d'être identifiés, d'une amende de 1000 shekels chacun pour trouble de l'ordre public. Et puis le Maariv avance également ce matin une explication plausible à la multiplication de ces manifestations. Les orthodoxes auraient voulu que la police les frappe afin qu'ils puissent filmer ces réactions policières afin de s'en servir pour aller collecter des fonds à l'étranger dans des milieux orthodoxes anti-sionistes. Dans le Yediot Aharonot, Shlomo Pietrokowski explique dans son éditorial ce matin que ces manifestants n'ont rien à voir avec l'enrôlement des élèves des yeshivot dans Tsahal, mais qu'il s'agit là plutôt d'une confrontation interne entre les Haredim eux-mêmes pour déterminer à quoi ressemblera cette communauté dans les prochaines années et les prochaines décennies. En effet, c'est un point mentionné également hier par la seconde chaîne de télévision. Ces protestations visent à promouvoir le Rav Shmuel Auerbach au rang de prochain grand leader de la génération, leader orthodoxe de la génération, qui pourrait remplacer le moment venu l'actuel leader du monde orthodoxe, le Rav Aaron Lev Steinman, qui a aujourd'hui 104 ans. Le Rav Shmuel Auerbach est considéré comme un leader très radical, bien plus que ne l'est le Rav Steinman, qui, il y a quelques années, ne s'était pas opposé à l'enrôlement de certains des élèves de yeshivot qui n'étaient pas assidus dans leur étude de la Torah. Et il veut donc s'imposer en l'absence d'autres candidats notoires comme le futur chef de file de cette communauté orthodoxe qui compte 1 million de personnes, mais qui, comme le soulignent également plusieurs éditorialistes, et de plus en plus hétérogène. Les sites d'information orthodoxes soulignent que ce mouvement n'est pas soutenu par l'immense majorité du monde orthodoxe. Il n'est même pas soutenu par ces sites d'information comme Kikar HaShabbat ou Bechadrei Haredim, qui sont les deux sites d'information les plus importants en Israël. Et donc ces sites soulignent qu'il s'agit d'une faction effectivement très marginale. On assiste donc, selon les observateurs, à des préludes de
combat probablement sans merci que va mener la communauté orthodoxe avec elle-même pour choisir entre une voie plus ouverte d'intégration dans la société israélienne, d'intégration sociale et professionnelle, et une voie de repli et de radicalisation. Voilà donc pour les explications, en tout cas avancées ce matin dans la presse israélienne concernant ces manifestations, essentiellement à Jérusalem. Les journaux et les sites d'information soulignent depuis hier que l'administration Trump s'est une nouvelle fois alignée sur la position d'Israël, cette fois concernant la réconciliation interpalestinienne. On se souvient que cette semaine, le cabinet restreint pour la sécurité nationale avait posé plusieurs conditions à une reconnaissance d'un gouvernement d'union palestinien avant une reprise éventuelle de pourparlers de paix. Eh bien, les Américains exigent désormais, comme Israël, que le Hamas soit démantelé de ses armes et reconnaisse l'existence de l'État d'Israël et qu'il quitte la voie du terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le conseiller spécial du président Donald Trump au Proche-Orient, Jason Greenblatt. Et Ben Caspit, l'éditorialiste du Maariv, affirme ce matin dans son journal que les conditions posées par Israël sonnent de facto le glas d'une nouvelle initiative de paix qui a été préparée au cours des derniers mois par les Américains. Une estimation qui est confirmée implicitement dans le Makor Rishon par les deux membres les plus à droite du cabinet restreint pour la sécurité nationale, Zev Elkin et Naftali Bennett, qui ont réussi, selon le journal, à torpiller le deal, le fameux deal que Trump préparait avec les Palestiniens. Ceci étant, les médias soulignent qu'hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a participé à une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'implantation juive dans la vallée du Jourdain. Lors de son intervention, M. Netanyahou a qualifié cette vallée de success story israélienne qui représente l'essence même du sionisme. Donc une cérémonie marquant donc le 50e anniversaire du début de l'implantation juive dans la vallée du Jourdain. La tension demeure le long de la frontière israélo-syrienne. Sur le plateau du Golan, hier, Tsahal a détruit un canon d'artillerie de 130 mm et ce après que ce canon ait tiré auparavant dans la journée un obus perdu qui s'est abattu sur le territoire israélien sans faire de blessés ni même de dégâts. Les médias et sites d'information citent le porte-parole de l'armée israélienne qui a déclaré que Tsahal ne tolérera aucune violation de son territoire souverain et considère le régime syrien comme responsable de ces attaques. Dans le site Ynet, le docteur Yaron Friedman analyse les développements sur l'axe russo-iranien auquel on a assisté ces derniers jours. Et il insiste sur le fait qu'en dépit d'une animosité ancienne, la Russie et l'Iran se sont considérablement rapprochés dans le dossier syrien, mais qu'à long terme, Poutine préférera voir en Syrie la poursuite du régime laïque de Bachar el-Assad plutôt que de voir s'installer dans ce pays un régime chiite islamiste. Le Makor Rishon, qui parle lui aussi ce matin en première page des manifestations des orthodoxes, se penche dans sa manchette sur une information inédite. Le palais du gouverneur Armon HaNativ, qui est situé près de la promenade As, à l'entrée justement du quartier qui porte le même nom à Jérusalem, abrite le commandement des forces de l'ONU au Proche-Orient. Il s'avère qu'au cours des dernières années, l'ONU a élargi son périmètre de juridiction de plus de 3 hectares dans cette zone, et ce de manière illégale. Le Makor Rishon affirme ce matin en manchette qu'Israël a décidé de fermer les yeux sur cette violation. À la présidence du Conseil, on affirme que le Premier ministre Netanyahou et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont convenu lors de la visite du dernier de trouver une solution concrète à ce dossier. Les quotidiens israéliens soulignent que le soldat Elor Azaria, qui avait été éliminé à Hebron en mars 2016, un terroriste palestinien qui avait été auparavant neutralisé et qui a été condamné, Elor Azaria, à 18 mois de prison militaire. Elor Azaria a déposé au cours des derniers jours une demande d'amnistie devant le président de l'État, Reuven Rivlin. Il convient de rappeler, comme le font les sites d'information, qu'il y a plusieurs semaines, le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, avait décidé de réduire sa peine de prison de 4 mois, faisant montre d'une certaine clémence. Les observateurs israéliens se demandent si, dans le contexte très particulier de cette affaire, le président en fera de même et réduira encore un peu le verdict, ou peut-être même graciera totalement Elor Azaria. On le saura dans les prochaines semaines. La chaîne 10 de la télévision israélienne a révélé hier soir dans son journal télévisé la liste des hommes et des femmes d'affaires israéliens qui ont été les invités du couple Netanyahou au cours des dernières années dans la résidence du Premier ministre à Jérusalem et qui ont donc bénéficié, on va dire, des largesses de Madame Netanyahou qui a commandé pour eux des repas gourmets préparés par des chefs israéliens de très haut niveau. Parmi ces hommes d'affaires, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, le patron de Bezek, Eli Eliovitz, et l'homme d'affaires orthodoxe Lev Levayev, selon l'acte d'accusation que le conseiller juridique du gouvernement prépare ou a préparé contre l'épouse du Premier ministre. Celle-ci aurait commandé de tels repas de gourmets
pour la bagatelle de quelques 400 000 shekels sur plusieurs années, il faut le préciser. Selon le Haaretz, l'acte d'accusation ferait état d'une falsification de factures destinée à faire croire qu'il y avait beaucoup plus de personnes à table qu'en réalité, et ce afin de diminuer le coût impressionnant de chacun de ces repas, offerts donc par Sarah Netanyahou sur le compte des deniers publics. Et puis, sachez, pour terminer cette revue de la presse et des médias, que le supplément politique du Makor Rishon de ce vendredi consacre sa manchette à la tension très vive dont nous avons parlé au cours de cette semaine, existant désormais entre le Premier ministre Netanyahou et celui qu'il a lui-même nommé il y a 2 ans à peine à la tête de la police israélienne, l'inspecteur en chef Roni Alcher. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Nous allons marquer une toute petite pause et Yael David Toiti va nous rejoindre pour nous donner un petit éclairage de la paracha de cette semaine, la paracha de Noach. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.